time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Bonjour Clara, bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Alors, les rencontres du Vexin portent bien leur nom, puisque moi, avec vous, ça a été une véritable rencontre et j'ai rencontré deux personnes qui ont un parcours de vie qui m'a vraiment époustouflée. Et puis, je vous en dis pas plus, parce que sinon je vais tout livrer. Donc on va parler de vous. Je sais que parfois ça peut mettre mal à l'aise, mais il va falloir se livrer. Alors, on va commencer par une petite chanson, parce que moi, la bière, ça me fait penser à une chanson que j'ai chantée à des mariages. Donc, quand je vous ai rencontré, c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit, donc on va l'écouter ensemble. En Bavière, mon grand-père était un brasseur de bière. Quand je suis né en Bavière, je fus baptisé à la bière. Je ne connaissais pas cette chanson. Je découvre. C'est Une chanson d'Annie Cordy. Très bien. Annie Cordy, on avait C'est reconnu. inspirant. Mais donc vous, en fait, vos grands-parents n'étaient pas brasseurs de bière, et contrairement à Obélix, vous n'êtes pas tombé dans la bière quand vous étiez petit. Absolument pas. C'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Donc je vais vous laisser un petit peu nous expliquer cet intérêt qui est né pour la bière et comment ça s'est passé pour vous. Très bien. Tu veux que je... Ça vient de toi quand même. C'est vrai. À la base, c'est moi qui ai un peu amorcé cette aventure. Donc effectivement, je ne suis pas brasseur de formation initiale. Je ne suis pas d'une famille de brasseurs non plus, même pas d'agriculteurs. Et toi non plus. Avec Clara, on s'est rencontrés pendant nos études à Toulouse. On a fait une école de commerce. Et comme beaucoup de gens, après nos études de commerce, on est allé à Paris pour travailler. Donc on est resté quelques années à Paris. Moi, je travaillais dans le jeu vidéo, Clara dans l'informatique. Et moi, à cette époque-là, la bière, mon critère principal, c'était le prix de la pinte en happy hour avec les collègues après le boulot. J'y connaissais pas grand-chose et j'étais vraiment un consommateur très peu informé. Et puis un jour, on m'a fait goûter en fait une bière d'un style différent, une bière artisanale, et ça a été un choc, un grand choc pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change de certaines marques, c'est ça ? Ça change de certaines marques, ça change de certains styles. Alors oui, effectivement, si maintenant on compare, si on parle des grandes bières industrielles traditionnelles par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui, on est effectivement sur quelque chose de très différent. J'ai commencé à faire goûter à Clara également ce type de bière. Et à ramener des trucs à la maison, alors des fois délicieux et des fois des créations, des bières au bacon, des bières aux huîtres. Donc la transition n'a pas forcément toujours été très simple, mais c'est très intéressant de découvrir tout ça. Absolument, ouais. Et il me semble que vous avez commencé à brasser dans votre appartement. Absolument, ouais. Et en fait, rapidement, je me suis mis à brasser en amateur. Et en fait, comme beaucoup de... Avec une bouée ou sans bouée ? Il n'y avait pas la place pour mettre une piscine dans notre appartement. Et effectivement, dans un petit appart de 38 mètres carrés, je brassais dans la cuisine. Qui était aussi le salon. Qui était aussi le salon, évidemment, et la salle à manger. C'était juste pas la chambre. Mais c'était pas mal en apprentissage parce que ça permettait d'apprendre la précision, l'hygiène, la propreté, qui est une part fort importante du travail de brasseur, si on veut faire des bonnes bières. Et en commençant à brasser, c'est quelque chose qui m'a rapidement beaucoup plu. Parce qu'en fait, on arrive à faire, au bout d'un certain temps, ses propres recettes, ses propres boissons, réussir à créer les goûts qu'on a envie de créer, qui sont inédits. Et j'ai gardé en tête l'idée d'un jour peut-être changer de carrière. En tout cas, si je devais changer de carrière, ça me plairait de travailler dans ce milieu, d'être brasseur, à la fois pour le côté produit, que j'aime beaucoup, et également pour le milieu, parce qu'en fait, tous les gens que j'ai pu rencontrer, les autres brasseurs artisanaux, les cavistes, c'était vraiment une très bonne ambiance. Je crois que vous aviez un fan club qui vous permettait de donner un avis. J'ai vu quelques photos de soirées avec des testeurs. Alors étonnamment, quand on envoie un message à son groupe WhatsApp de copains pour dire on fait une dégustation de bière à la maison, vous voulez venir ? Il y a beaucoup de gens qui viennent boire des bières et goûter nos recettes avec beaucoup d'envie. Donc ouais, on avait quand même la chance d'être entouré par des
Par des copains hyper sympas et très curieux, ouais. Il y a un événement qui est venu accélérer les choses, hein. Un événement pas drôle, mais qui a été peut-être un accélérateur de changement de parcours. Donc on va regarder malheureusement l'incendie de votre appartement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Oui, absolument. Alors, c'est un feu domestique, c'est un feu de cuisine, c'est de l'huile qui a pris feu. Et effectivement, dans un petit appartement parisien, quand il y a une flamme dans une toute petite kitchenette qui est faite en contreplaqué, ça prend extrêmement vite. Sachant qu'on était 27 juillet, il faisait 35 degrés Oui, et donc, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Donc, en l'espace de 5 minutes, l'appart était dans cet état-là. Alors, donc ça, c'est une vidéo que les voisins ont pris une fois qu'ils étaient évacués. Donc, l'évacuation a eu lieu hyper vite. Et voilà, vous êtes bien dans notre intimité, là, globalement. Alors, ce qui est incroyable, hein, c'est que lorsque j'ai rencontré Clara, elle m'a dit tout a brûlé, sauf la bière. Et donc, cette histoire, vous avez voulu la raconter au travers d'une bière à laquelle vous avez donné un nom. Alors, le nom initial, il me semble que c'était l'Éternel. Immortel, pardon. Et que vous avez dû changer. Oui, effectivement, on l'avait appelée Immortelle. Elle s'appelle maintenant Héroïne, mais l'histoire est la même. Hein. C'est l'histoire de quelque chose et de quelqu'un, en l'occurrence, mais qui survit et qui se transforme et qui va de l'avant. Et après, c'est une sombre histoire de propriété intellectuelle et d'un vigneron, et on vous passera les détails, c'est vraiment pas ni intéressant, ni sexy. Mais voilà, on a dû renommer notre bière. Voilà, mais lorsque vous boirez l'héroïne avec modération, bien sûr, hein, vous penserez à cette histoire, puisque, on en parlera plus tard, mais finalement, toutes vos bières sont présentées avec une histoire, elles illustrent quelque chose. Oui, tout à fait, on aime bien rajouter de l'information, au-delà des informations sur le produit en lui-même, mais d'où vient la recette. Et effectivement, c'est pas juste une histoire romantique. La bière a survécu à l'incendie. En fait, c'était un appartement parisien, et donc il y avait d'anciennes toilettes de palier qui n'étaient plus on avait droit à nos vraies toilettes dans notre appart quand même. Et ces toilettes étaient donc devenues un cagibi, et c'est là-bas que je stockais mon matériel de bière et que je la faisais fermenter parce que ça donnait sur une cour intérieure, c'était un peu frais. Et là, vu qu'on était en juillet, j'avais une bière qui fermentait là-dedans, et cette pièce n'a pas été touchée par l'incendie. Et la recette qui fermentait là-dedans, c'est la recette, c'est toujours la même aujourd'hui, qui est dans les bouteilles d'héroïne. Et donc on s'est retrouvés le lendemain en pieds nus chez Decathlon à s'acheter des chaussettes, des chaussures, mais on avait nos bouteilles d'héroïne. Écoute. Alors, nous allons revenir maintenant à votre changement de vie, parce que là on a parlé de vos débuts dans votre petit appartement, mais bon, après c'était de manière... C'était pour le loisir, c'était quelque chose, c'était pas professionnel. Donc on va regarder une petite vidéo. On a commencé à précipiter un peu ces réflexions de comment on change, jusqu'où on va. Et en fait, on veut de l'humanité, on veut de la liberté, on veut du lien, on veut des rencontres qui ont du sens. Et tout ça, on le retrouve dans un secteur qui nous plaît beaucoup, c'est la bière. La bière, c'est vachement sympa. Dans l'absolu, franchement, c'est une corporation où la mentalité est encore très bonne, la bière artisanale. C'est pas une vocation, ça je vous l'ai déjà dit. C'est un plaisir qui est devenu une passion, qui est devenu en fait une plateforme. Le truc, c'est que dans la bière, on s'est dit qu'on pouvait développer tout un tas de trucs. Alors, donc, Clara, tu es intervenue pour parler de ton changement de parcours, de votre changement de parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment vous êtes passé justement de ce loisir à cette passion et à cet organe économique ? Je peux en parler, mais c'est vrai que c'est avant tout le parcours d'Axel. Mais j'aime bien parler d'Axel. Ouais, c'est clair. Ça marche. Donc en fait, Axel, tous les deux, on était relativement pas épanouis dans notre job respectifs. On a fait des études qui nous ont passionnés, qui nous ont stimulés, et on s'est retrouvés dans des jobs qui... Axel, en plus, voulait travailler dans un métier passion, le jeu vidéo, donc il y avait de l'affect, il y avait des attentes par rapport à ça. Il s'est retrouvé rapidement très déçu par des modes de management, en fait, et par des visions d'entreprise qui n'étaient pas en accord avec ses valeurs. Tout à fait. Tu valides, ça va ? 15 ans de vie Pour commune, le moment, attention. Tout va bien, ouais, c'est bien. Tout est validé. C'est cool. Moi, j'étais dans l'informatique, donc c'était clairement pas un métier passion. Mais je gagnais bien ma vie, et voilà, c'était déjà pas mal. Et en fait, on a tous les deux fait un burn-out la même année à 6 mois d'écart.
Moi, j'étais dans un parcours de développement personnel où je me regardais beaucoup le nombril et je ne faisais pas grand-chose. Axel, lui, il commençait à brasser, il commençait à produire des choses, à faire. Et en fait, c'est un peu moi qui lui ai mis un coup de pied au cul, excusez-moi du niveau de langage, mais en lui disant finalement, t'as une touche, qu'est-ce que t'attends en fait, juste. Parce que moi, je suis là, je peux assurer tes arrières, mais faisons quelque chose. Et ça, cette réflexion-là, ça a eu lieu avant l'incendie. C'est-à-dire qu'on était déjà à Paris et il s'est mis à faire l'ébauche du projet, en quête d'un local et ainsi de suite. Et l'incendie est arrivé dans cette trajectoire-là, en fait. Ce qui a finalement accéléré un petit peu, puisque vous m'avez dit que vous étiez allé vivre à Toulouse, et au moment de reprendre, vous vous êtes dit, est-ce qu'on retourne à Paris ou pas? Alors on est parti, en fait on était hébergés chez la grand-mère d'un copain à Saint-Maur-des-Fossés, et on s'est dit, bon, on va se casser une semaine en vacances, parce que là, on n'en peut plus. Et on était dans le sud-ouest, et on s'est fait une semaine au calme. Surf et yoga. Ouais, un truc de gros hippie parisien, incroyable. Et en fait, au bout de 4 heures de route, hein, on n'était même pas arrivés. Mais qu'est-ce qu'on fout à Paris? On va pas retourner dans cet appart qui est pas à nous, qui fait 30 mètres carrés, on entend les voisins faire des choses, bref. C'est pas un projet de vie en soi. Et si on se cassait, en fait, qu'on en profitait pour se tirer, installer la brasserie dans une baraque quelconque, et puis juste commencer à vivre notre vie comme on l'entend. Et c'est ce qu'on a fait en rentrant de vacances, puisqu'on s'est mis tout de suite en fait, à visiter des baraques. Et je crois que 6 mois après, on s'installait. Enfin, ça allait hyper vite. Alors, tout à l'heure, tu disais que la mentalité était bonne dans la bière artisanale. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une bonne mentalité, ce que vous entendez par là? Oui, tout à fait. Il y a un truc assez particulier dans ce milieu, c'est que nos types de profils, c'est les profils classiques. C'est-à-dire la plupart des gens qui tiennent des brasseries artisanales sont des reconvertis qui ont changé de vie radicalement. Et généralement, quand on change de vie radicalement, c'est que la vie de base, il y a des trucs qui sont pas super. Sinon, on y reste. Et donc, il y a un côté vraiment où, généralement, entre brasseurs, c'est assez facile de se comprendre parce qu'on a un peu les mêmes... on a vécu des trucs en commun. Vous avez bu ensemble, peut-être que ça aide. Pardon ? Vous avez bu ensemble, peut-être que ça aide. Ça aide aussi, ouais. Il y a le côté intérêt en commun pour le produit. Et il y a le côté artisanal. On a bien conscience qu'on est des petits acteurs, mais qu'on fait des choses très différentes de ce que peuvent faire les plus gros. Et je pense qu'on a pour la plupart compris qu'on était plus malin à travailler ensemble que de se tirer dans les pattes entre petits à se partager des miettes, alors que le marché de la bière reste encore très très dominé par les grands acteurs. Et donc, entre nous, il y a beaucoup d'entraide, à la fois sur du partage de l'information. Si on a un problème technique, le premier truc qu'on va faire, en fait, c'est appeler un collègue pour voir s'il a déjà rencontré ce problème, et on partage les infos. Et également sur, ça m'est déjà arrivé, je dois brasser, je suis sur une journée de production, un brassin, je me rends compte qu'il me manque un ingrédient essentiel, les levures en l'occurrence, et ben voilà, j'appelle un collègue qui me dépanne et qui me sauve ma journée de travail et ma prod de la journée. Donc beaucoup de solidarité entre brasseurs. Oui. Alors maintenant, nous allons nous télétransporter de Paris à Chaumont-en-Vexin. Donc vous pouvez visualiser le trajet. Et donc vous avez effectivement cherché une maison. Et il se trouve que cette maison, vous l'avez trouvée à Chaumont-en-Vexin. Et le hasard a fait qu'elle se situait tout près du centre de formation, si j'ai bien compris, dans lequel Axel a été formé. Donc là, on peut vous voir heureux propriétaire. Ça, c'est la sortie de chez le notaire. Et ensuite, vous avez installé, un petit peu de manière encore artisanale, mais peut-être de manière un peu plus confort quand même que dans votre appartement à Paris. Donc je vais vous laisser commenter les photos. Alors, la maison, elle n'est pas exactement à Chaumont-en-Vexin, elle est à Adancourt-le-Haut-Clocher, pour les connaisseurs. Et, les voisins sont là. Oui, c'est vrai, représente. Effectivement, là, les photos qu'on est en train de voir, donc ça, c'est la livraison des fermenteurs, donc pour ceux qui sont installés. Ça, c'est donc l'annexe de notre maison, l'ancien garage qu'on a fait aménager. Par contre, pour ceux qui ont déjà visité la brasserie ou qui vont la visiter, évidemment, maintenant que vous nous connaissez, vous verrez que pour l'instant, le matériel qu'on a, c'est exactement le même. Ma ligne de production que j'ai à Chaumont, c'est la même que j'ai depuis le début.
Ensuite, un événement que tout le monde a rencontré, hein, une rencontre avec un méchant virus qui s'appelle le Covid, a fait que vous avez très vite réagi. Vous avez tissé des liens sociaux pour dynamiser, pour permettre en fait à... Vous parliez de solidarité tout à l'heure entre brasseurs, mais là c'est une solidarité entre producteurs locaux. Donc bravo pour ça. Et nous allons maintenant voir la brasserie telle qu'elle est aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas resté dans votre maison. Vous avez donc racheté le centre de formation dans lequel Axel a été formé. Et donc on peut voir ici le rêve qui commence à se réaliser. On va voir quelques photos. Voilà. Là, quand on commence à voir son nom, c'est comme à l'Olympia. Ça fait toujours un choc. Moi, ça m'a fait ça aussi. Hein. T'as fait l'Olympia ? Donc là, on a vu votre lieu de production. Maintenant, on va parler de la production en elle-même. Comment fabrique-t-on la bière ? Donc la bière, est-ce qu'il faut faire des incantations magiques ? Axel n'a pas vu les photos que j'ai transmises et je me suis fait vraiment des petits plaisirs. Voilà, c'est ça. Donc on va passer à la slide d'après pour que tu puisses nous expliquer très brièvement comment on fabrique la bière. Sur le papier, c'est pas hyper compliqué, et même à expliquer, en vrai, c'est pas hyper compliqué. Faire de la bonne bière, ça c'est plus dur. À la base, il nous faut juste 4 ingrédients. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les ingrédients nécessaires pour faire de la bière ? J'ai entendu du houblon par ici. Houblon, ouais, on est bon. Céréales, exactement. Yes. Oui, levure. Et le dernier Et de l'eau, absolument. Il nous faut de l'eau, des céréales, du houblon et des levures pour faire fermenter. Et j'ai également entendu orge. Effectivement, la céréale qu'on utilise le plus souvent, c'est de l'orge et même de l'orge maltée. Alors attention, le malt, ce n'est pas une céréale qui existe en tant que telle. Les champs de malt, ça n'existe pas. Faire malter une céréale, ça veut dire qu'on va la faire germer et ensuite qu'on va la faire sécher. Pourquoi on fait ça ? Je vous passe les détails techniques parce que je peux parler de bière très très longtemps. Mais en gros, la bière, c'est quoi ? C'est une infusion de céréales. On va prendre des céréales qu'on va faire chauffer. D'abord, on va les casser en petits morceaux. On va les mettre dans de l'eau chaude et on va récupérer le sucre qui est présent dans ces céréales. Ça, c'est le principe de base. On concasse et on empâte. Et quand on fait cette infusion, on remue pendant 1 heure. Le nom du métier, il vient de là. Brasseur. On brasse. On peut s'arrêter là et attendre. On laisse cette espèce de gros porridge. On attend que ça se passe. Ça va fermenter tout seul. Au bout de quelques temps, ça va avoir un goût qui ressemble à de la bière. Et ça, on sait le faire depuis à peu près, à votre avis, vous savez combien de temps qu'on sait faire de la bière à la surface du globe ? Combien ? 3000. Qui dit mieux ? 6000 ? 10 000 ? 13 000. 13 000. Ça fait 13 000 ans. Ça fait 13 000 ans qu'on fait de la bière. On a appris à faire de la bière quelques milliers d'années avant l'écriture. Et c'est ce qu'on en sait, si ça se trouve, on va trouver des vestiges encore plus anciens. Mais la bière à la base, ça ressemble pas du tout à ce qu'on boit aujourd'hui. Déjà, c'est pas une boisson, c'est plutôt une nourriture. C'est un espèce de mélange de céréales avec de l'eau fermentée. Nous, on va filtrer, on va garder que la partie liquide. On va y ajouter des houblons. Le houblon, c'est une plante, ce n'est pas une céréale. Le houblon, c'est là pour aromatiser, ça ne donne pas de l'alcool. Ça va nous permettre donc d'aromatiser la bière, de nous donner différents goûts. Ça, si vous voulez, après qu'on parle des bières plus en particulier, on peut parler des différentes sortes de houblon. On va refroidir cette bière, on va la mettre dans une grosse cuve cylindro-conique qui s'appelle un fermenteur. Et là-dedans, on va rajouter des levures. Ça, c'est moi qui travaille. Et ces levures, en fait, vont principalement transformer les sucres en alcool. Et au bout de 15 jours, ça va nous donner une bière qu'on va pouvoir mettre en bouteille. Mais si vous venez visiter la brasserie, je vous expliquerai ça avec bien plus de détails. Et des dégustations. Bonjour, assistante brasseuse. Bonjour, maître brasseur. Alors, tes impressions ? C'est trop bien. Pas trop chaud ? Super bon, il fait chaud, un peu d'oxygène. Mince. Ah bon, sinon ça va. Sinon, à part ça, tout va bien. Elle triche, hein, elle est pas parfaite. Je filme que t'es sur un marchepied. À l'époque, j'avais encore mon job à côté. Là. Tu m'initiais à ton travail. Il t'exploitait. Ok. Ah non, moi je ne demandais ok, merci. que ça. Et on se voit tout à l'heure. Donc on va regarder quelques petites vidéos rapidement. Donc là, Axel, que fais-tu ?
Bah là, c'est justement c'est la phase de brassage. Donc là, je ne sais pas si on voit bien sur vos écrans, mais il y a une hélice à l'intérieur qui remue le mélange de grains dans l'eau. Et là, je suis en train de contrôler la température, parce qu'en fonction de notre température de brassage, on n'aura pas le même type de bière. La température de l'eau va influencer les enzymes qui vont s'activer. Et donc, en gros, avec la température, plus ou moins elle est chaude, plus ou moins elle est froide, plus ou moins la bière sera alcoolisée, plus ou moins elle sera sucrée, pour simplifier un peu le process. Et donc, je passe mon temps à prendre des températures. Et à se brûler les doigts. Et à me brûler les doigts, évidemment. Parce qu'on pourrait dire, si ça change un peu, c'est pas grave, elle sera bonne quand même. Mais non, moi, j'ai le principal défi, quand on fait de la bière en pro, c'est de réussir à sortir toujours la même bière. Et principalement pour nos clients, mais également sur le taux d'alcool. Nous, on a tout qui est déclaré aux douanes et on paye des taxes en fonction des volumes qu'on produit et des taux d'alcool des bières qu'on produit. Donc, si on n'est pas exact sur nos taux d'alcool, quand ils viennent nous contrôler, ça leur plaît pas. Et là, on voit une étape... Donc Axel vous a expliqué le process brassicole. La bière a passé 15 jours dans ses fermenteurs. Là, les 15 jours sont écoulés. Le sucre est devenu alcool, en tout cas certains d'entre eux. Et maintenant, on va le mettre dans des bouteilles, mais aussi des fûts. Et donc là, on a une partie de transfert de la bière dans nos fûts. Ça, c'est une session de brassage en plein mois de janvier dans notre petite brasserie qui n'était pas isolée. Des grands moments. T'as vraiment choisi les meilleures photos. Il a pas contrôlé les photos avant. Pas du tout. Non, mais on est... Voilà, vous voyez dans quelle atmosphère nous travaillons. C'est à peu près comme ça qu'on travaille. Voilà, j'avoue que dans la sélection, j'ai choisi... les plus rigolotes, mais t'as bien raison. Donc là, on voit l'étiquetage, hein, donc on reparlera un petit peu des étiquettes tout à l'heure. Donc, vous gardez votre bière dans des grandes cuves, mais vous avez aussi quelques bières que vous gardez dans des fûts. Pourquoi ? Alors ça, c'est de l'élevage en barrique. En fait, on a une recette qui va sortir en novembre. C'est la première fois qu'on se frotte à ce processus-là. Mais en fait, l'idée, c'est de récupérer des barriques qui ont contenu des alcools dont les goûts nous intéressent, dont les saveurs nous plaisent. Là, en l'occurrence, c'est des anciens tonneaux initialement de Jack Daniels, chut, pas de marque, qui ont ensuite contenu du rhum des îles Fidji. Et en fait, Axel avait brassé une bière triple, donc une bière quand même qui a assez de corps, plutôt forte, à 9 degrés, dans laquelle il a infusé du galanga, qui est une épice en fait issue d'Indonésie, un cousin du gingembre qui va vraiment sur du camphre, du poivre, du citron. Et on a eu l'opportunité de trouver ces barriques grâce à un partenaire avec qui on fait cette collaboration. Et on avait vraiment envie de tester le vieillissement. Donc elle a passé 6 mois. Là, il lui reste encore un petit mois à passer avant d'être mise en bouteille. Et c'est à nouveau en fait aller récupérer des arômes, des saveurs, un peu de goût justement qui restent dans le bois. Parce que dans le bois, il y a énormément de saveurs qui sont encore imprégnées. Et ça va se diffuser doucement dans la bière et on le retrouvera dans les bouteilles. Donc ici, on voit le panel de vos bières et vous voyez que les étiquettes, en fait, sont variées. Comment vous travaillez pour l'étiquetage ? Qui fait la maquette ? Qui dessine ? Alors, toutes les étiquettes, ou à peu près, c'est moi qui les fais. Là, on a à gauche, on a une collaboration avec une brasserie amie à nous, la brasserie de l'Apocalypse à Bois-Jérôme-Saint-Ouen. À droite, c'est Soif de vie, c'est un dessinateur de bande dessinée qui nous l'a faite. Mais tout le reste de notre gamme, c'est moi qui m'y colle parce que j'adore ça. Ça m'éclate. Avec un système informatique. Avec alors, un logiciel. les premières, c'était hyper artisanal. C'était du pinceau, de l'aquarelle et un peu de Photoshop derrière. Mais toutes les écritures à la main, c'est Mamie Mine qui falsifie la signature d'Axel Duchemann. Voilà, là, vous connaissez nos secrets. Et ensuite, tout ce qui est... C'est plus joli quand c'est elle qui le fait. Et après, il y a des étiquettes très graphiques. Et là, effectivement, j'utilise des outils de conception en ligne pour m'aider à faire ça. On va voir donc là une photo de votre boutique. Alors, vous vendez votre bière en boutique, mais pas que. Comment est-ce que vous arrivez finalement à vous exporter Alors, on a une distribution qui est uniquement régionale. Nous, on retrouve nos bières en fait de Paris à Rouen jusqu'à Compiègne, Beauvais. On s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a envie de travailler avec des gens qui sont à notre échelle. Ça va être des cafetiers, des hôteliers, des restaurateurs, des épiceries, que des indépendants. Et donc, en fait, pour nous, le but du jeu, c'est qu'on retrouve nos bières dans des bonnes adresses, notamment le Café du Village. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est incroyable. Laura. Mais des gens qui ont à cœur
non seulement d'accord de servir des boissons, mais de mettre en valeur nos produits. Nous, on ne peut travailler convenablement qu'avec des gens qui s'intéressent à notre manière de travailler, en fait, et à ce qu'on met dans nos bières et ce qui font qu'elles sont différentes. On fait un petit peu de vente directe à la brasserie, c'est une petite partie de notre activité. Qui tourne surtout en fait autour d'animations un peu événementielles. On va faire de la visite et dégustation, on va faire des soirées-concerts au beau jour. Enfin, on essaye en fait de lier la bière et des moments de vie sympas en fait. Alors justement, tu parlais d'événements, donc on va regarder quelques photos des événements que vous faites tous les premiers vendredis de chaque mois ou... Non, C'est très variable. C'est très variable. Ça, En tout ça cas, dépend des années. Comme vous le voyez, la décoration, tu m'avais dit, la décoration est à notre image. À la route. Voilà, donc beaucoup de recyclage, mais des moments très sympas. Alors, l'ouverture vers les autres, c'est la convivialité, mais c'est aussi le partage, la transmission de savoir et de savoir-faire. Donc, nous allons écouter le témoignage de Jérémy qui travaille avec vous. Je m'appelle Jérémy Clément, je suis en BTS STA, donc Sciences et Technologies de l'Aliment, à Corbie, donc à côté d'Amiens. Et je fais mon alternance à la brasserie du Chemin, à Chaumont-en-Vexin. C'est super, on travaille dans la bonne humeur, il y a toujours de la musique quand on brasse. Après, bien sûr, c'est du travail, hein, on arrive à l'heure, on ne sait pas quand est-ce qu'on quitte, parce qu'on ne va pas partir en plein milieu d'un brassin, ce qui paraît logique, sinon la bière, elle va à la poubelle. Mais c'est super. Bah, déjà, je pourrais les remercier, parce que je vis ma meilleure vie. C'est mon premier travail, et puis je kiffe, vraiment. Et ça me fait un peu mal au cœur de partir l'année prochaine quand même, après mon apprentissage. Moi, je m'attendais vraiment à rentrer dans une entreprise où ça allait être tu travailles, tu t'en vas. Là, c'est vraiment convivial, on travaille dans la bonne humeur. C'est un peu comme on est peu d'employés et qui sont vraiment très humains. C'est vraiment une ambiance familiale, plus que conviviale aussi. Mais je sais que dans une autre entreprise, je ne retrouverai jamais ça. Et c'est pas du tout un cadeau qu'ils me font, du coup. Ils me mettent pas du tout dans l'ambiance du monde du travail. Alors, comment vous réagissez à ce témoignage ? Maître d'apprentissage. C'est une très bonne surprise, je m'y attendais pas, c'est très chouette. Je m'attendais pas à voir la vidéo, mais je m'attendais à ce que Jérémy soit content de son alternance, ça c'est vrai. Ouais, on a la chance aujourd'hui de travailler avec plusieurs apprentis. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a commencé à bosser avec des apprentis et cette année on en a 3. Donc on a une équipe de 5 maintenant. Et je pense qu'on est assez chanceux parce que pour parler avec pas mal d'autres chefs d'entreprise, entrepreneurs, en tout cas tous les gens qui ont du personnel, souvent c'est plus une galère qu'autre chose. Nous franchement, travailler avec nos apprentis, c'est plutôt un plaisir. On a eu la chance de tomber sur des gens vraiment super, des jeunes hyper investis qui travaillent bien, qui sont volontaires. Mais après, je pense qu'on a aussi su créer une bonne atmosphère de travail. C'est vrai que nous, on est passé aussi par l'apprentissage, par l'alternance, tous les deux à des moments de nos vies. On a connu pas mal de méthodes de management et on a bien repéré ce qui nous allait pas. Et en fait, tout simplement, je me rappelle de quand j'étais apprenti, je me rappelle de quand j'étais employé, et je me rappelle des types de managers que j'aurais aimé avoir. Maintenant, ce que je fais en tant que manager, c'est juste, j'essaye de coller à ce modèle. Et je pense que ma clé de comportement, de management principal, c'est juste que je considère les gens comme des humains et pas comme des opérateurs ou comme des ressources. Mais nos apprentis, on les respecte beaucoup et du coup, ils nous rendent l'appareil et du coup, ça se passe vraiment très bien. Alors là, on va plonger dans la brasserie du Chemin et on va voir comment Allons-y, ça se passe vraiment. Donc là, c'est pris sur le vif. Voilà, et donc Clara ne laisse pas non plus... Allez, c'est une bonne vivante également, on peut le voir. Donc Jérémy ne nous a pas menti. Donc ce parcours, c'est un parcours à deux. Hein. Vous avez choisi de travailler ensemble. Voilà, c'était une volonté. C'était pas du tout prévu. Axel, en fait, a rapidement, en bossant seul, atteint un plafond qui est de se dire, je ne peux pas tout faire tout seul et que la boîte... Au bout de 2 ans, quand même. Oui. Enfin, rapidement, c'est vrai. Mais c'est juste... il m'a demandé si je voulais bien l'aider. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, c'est...
l'aventure entrepreneuriale m'a appelée, la boîte en elle-même et ce qu'elle fait, ça m'a appelée. Et accessoirement, on a appris à bosser ensemble, parce que ça, c'est pas inné, c'est compliqué, c'est hyper dangereux. Enfin voilà, on y allait quand même avec beaucoup de freins. Hein. Enfin, Mais bon, et ça se passe bien, tant mieux. bon, ça Mais se passe voilà. bien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va le vérifier. Je vous ai préparé un petit jeu. Très bien. Donc je vais vous demander On de vous gagne un mettre trop bien. dos à dos. Il y a 15 000 €, c'est ça, moi j'avais 15 000 noté. 15 000 €, non. Alors, première question. Qui est le plus stressé? Bravo. Ouais, bravo, effectivement. Deuxième question. Qui s'énerve le plus facilement? Encore une bonne réponse. Qui a le plus d'humour? Encore bravo, ils se connaissent bien. Hein? Attention, qui a le meilleur palais? Encore une bonne réponse. Et dernière question, qui a la meilleure descente? Bon, ils ont fait un sans faute. On peut les remercier. Bravo. Donc ils se connaissent bien, ils sont faits pour travailler ensemble. Grand Merci merci. beaucoup, Axel. Merci pour Merci. votre accueil. Merci.